Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à prendre place et bien sûr, je vous remercie de participer à ce grand événement. Alors, on attend les dernières installations, si vous le voulez bien, parce que nos start-upers, comme vous le devinez, sont dans les starting blocks, parce que l'enjeu est d'importance pour eux cet après-midi. Bien, donc je vous propose de démarrer. On pourrait avoir la première slide, parce qu'a priori, je n'ai pas la présentation, la main. Bien, alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va quand même démarrer, si vous le voulez bien, et puis j'irai revérifier tout cela, parce que ce sont les petits plaisirs de la technologie. Donc, simplement pour vous dire en introduction qu'il a l'habitude de nous accompagner, et cela depuis de nombreuses années. Il nous fait bénéficier, en fait, de sa vision, de son éclairage sur la dynamique de notre écosystème d'accélération de l'innovation au niveau de l'Institut Mines Télécom. J'ai bien sûr nommé Monsieur Thomas Courbe, qui est depuis quelques années notre président. Et Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous laisser la parole et de vous inviter au pupitre. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition. Je remercie les membres du jury également d'être avec nous pour nous aider à faire des choix qui seront sans doute très difficiles pour départager les startups qui vont pitcher aujourd'hui. En introduction, quelques mots très rapides pour vous dire à quel point le gouvernement, l'État est engagé dans le soutien à l'innovation, aux startups en particulier, conscient que nous sommes de l'intensité, de l'accélération de la compétition mondiale, des phénomènes de winner takes all et de tous les enjeux autour de l'innovation pour la compétition économique en général. C'est des moyens très importants qui sont mis par l'État depuis plusieurs années. On a, depuis 2005, multiplié par 5 les financements qui sont annuellement dévolus au soutien aux acteurs innovants comme vous. Et on a des résultats assez spectaculaires. On a un écosystème de start-up qui s'est beaucoup développé. On avait, il y a quelques années, fixé un objectif qui nous semblait ambitieux d'avoir 25 licornes en 2025. C'est un résultat qui est à peu près acquis, puisqu'on est, suivant la manière dont on compte, on est à peu près à 20 aujourd'hui. On a des levées de fonds records, 5 milliards l'an dernier. On va probablement avoir 10 milliards cette année. Donc on a des capacités de levée de fonds, des startups qui lèvent des fonds et également des écosystèmes de financement qui se sont beaucoup développés. Et puis, on a quelques priorités complémentaires plus récentes, un plan Deep Tech. On insiste, évidemment, toutes les startups sont bienvenues. On insiste un peu plus ces dernières années sur le soutien aux startups Deep Tech qui présentent des défis particuliers dans leur développement. Et on a là aussi mis 2,5 milliards sur 5 ans et de l'accompagnement normatif également pour développer le nombre de startups Deep Tech qui sont créées tous les ans en France. On est à 150 aujourd'hui, on espère passer à 500 par an en 2025, donc là aussi une très grande ambition. Puis vous l'avez peut-être vu, le 12 octobre, le président de la République a présenté France 2030, qui est un grand plan de soutien à la structuration de l'économie française de demain, d'un certain nombre soit de secteurs d'avenir qui sont émergents pour certains, comme toute l'économie de l'hydrogène, ou de secteurs qui sont fondamentaux pour notre économie, mais qui sont en disruption très forte, comme l'automobile, l'espace ou l'aéronautique. Et on assume ici d'avoir une politique très ciblée sur un certain nombre de secteurs dont on estime pouvoir être des leaders en France et sur lesquels on concentre des moyens d'accompagnement, des moyens financiers. Et c'est important pour vous aujourd'hui. Le président a souhaité que ce plan France 2030 soit axé très fortement sur les acteurs émergents, sur les startups en particulier, puisqu'il a voulu que la moitié des moyens de ce plan de 34 milliards soit dévolue aux acteurs émergents. Donc on a
des moyens très importants d'ici 2030 pour aider toutes les startups dans leur développement. On a également une dimension européenne, et c'est mon dernier point, puisque l'ensemble de nos stratégies verticales qui structurent notre soutien au développement des biothérapies, de la cybersécurité, du cloud, sont des démarches que nous menons dans un cadre européen, en alliance européenne avec d'autres États membres, avec la Commission. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est finalement la première fois que l'Union européenne, la Commission et les États membres se dotent vraiment d'une politique industrielle et qu'elle l'applique en particulier à ces secteurs émergents et d'innovation. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui se place dans ce cadre plus large que j'ai voulu rappeler et cette détermination très forte de l'État à accompagner le développement des startups. Merci d'être là pour pitcher devant nous, et je voudrais vous dire au nom du jury la fierté que nous avons de passer cet après-midi avec vous. Vous avez tous des projets formidables. On est très heureux d'avoir ce moment d'échange avec vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais déjà remercier, bien sûr, les membres du jury qui se sont déplacés, qu'on avait parfois essayé de solliciter un petit peu tardivement dans ces périodes mouvementées, et puis, bien sûr, toutes les représentants et représentantes des startups qui sont aujourd'hui là et pour lesquels ce sera forcément frustrant parce que vous avez beau être habitué, effectivement, à pitcher en 3 minutes. Je pense que vous avez tellement de choses à dire et on vous écouterait certainement beaucoup plus. Mais bon, voilà, le temps n'est pas infini. Alors, juste un petit rappel pour vous rappeler que donc l'Institut Mines Télécom, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs et de management, public bien sûr, et que nous représentons donc le premier réseau d'incubateurs académiques de France avec 11 sites d'incubation et environ 70 à 80 nouvelles startups créées chaque année. Et ce qui est important surtout, c'est pas que les startups soient créées, ça vous le savez, mais qu'elles survivent. Et donc, nous avons à peu près 88% de taux de survie à 5 ans, ce dont nous sommes fiers. Et je pense que nous en sommes fiers. Pourquoi ? Parce que l'incubation à l'IMT, c'est un accompagnement évidemment spécifique. C'est un accompagnement qui peut être croisé également entre 2 écoles de l'Institut Mines Télécom qui vont pouvoir aider une entreprise de tel ou tel domaine. Et puis, de manière évidemment classique, c'est une incubation qui va de l'idéation, dans l'idéation par des élèves, par des personnels et surtout par des alumni, puisqu'on a beaucoup d'alumni en fait dans nos incubateurs, parfois plus que des jeunes élèves ou des enseignants-chercheurs qui viennent des laboratoires. Donc, de l'idéation au transfert lorsqu'il y a un lien évidemment avec les laboratoires et à la conquête des marchés. Je soulignerai juste qu'on a aussi un mécanisme spécifique de prêt d'honneur qui, évidemment, ne s'applique pas encore à toutes les startups de nos incubateurs, mais que l'on voudrait élargir pour que, justement, en lien avec la fondation qui est représentée aujourd'hui, la fondation Mines Télécom, que je remercie, qu'on puisse finalement multiplier les effets de levier grâce à ces prêts d'honneur, puisqu'on a déjà des effets de levier importants, mais qu'on voudrait encore développer, avec en moyenne 100 millions d'euros levés chaque année. Et monsieur le directeur général, nous avons 2 licornes récentes. Enfin, je ne les donne pas parce qu'on ne fait pas de pub, puisqu'aujourd'hui, la place, c'est aux nouvelles startups et non pas à celles qui ont déjà levé des centaines de millions d'euros. Voilà. Et donc, je terminerai pour rappeler que donc, ce prix est effectivement organisé en étroite collaboration entre l'Institut Mines Télécom et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et qu'il a vocation à agir comme un accélérateur grâce évidemment à ce processus de sélection au sein des incubateurs, de récompenses pour ceux qui auront le prix ou les 2 prix. Là, Françoise nous expliquera où nous en sommes. Et puis, bien sûr, ensuite, éventuellement, une participation au CES de Las Vegas. En tout cas, on donnera de la lisibilité à ce prix ensuite en matière de communication et de réseaux sociaux, bien sûr, pour que ça puisse aider toutes les startups qui sont là aujourd'hui et pas seulement celles qui auront le prix, puisque vous êtes tous formidables. Voilà. Et encore merci. Merci Odile. J'en profite pour vous donner quelques éléments d'information. D'abord, je me présente. Je suis Françoise Préteux et en tant que directrice déléguée à la recherche et au développement économique de l'Institut Mines Télécom, j'ai le plaisir de vous présenter ce déroulé en quelques mots.
tout d'abord, le jury, si je puis en avoir la composition sur diapositive, s'il vous plaît. Ce jury qui, comme vous allez le constater, est un jury d'exception. Donc je remercie bien évidemment très chaleureusement les membres qui se sont rendus disponibles, qui vont nous éclairer lors de l'évaluation de ces auditions. Mais je voudrais dire que c'est un jury d'exception parce qu'il est capable de réunir les meilleurs acteurs, les meilleurs représentants de notre écosystème d'innovation, aussi bien institutionnels que des agences, que des grands comptes, que bien sûr des académiques, et sans oublier les acteurs qui, au quotidien, eh bien, sont là pour soutenir en fait les startups dans leurs projets d'idéation et d'innovation. Alors, bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est le dispositif, diapositive suivante, global d'accélération que nous proposons. Alors, pour faire très simple, je le schématiserai en 3 étapes, en vous disant que la première sert à donner de la visibilité et à acquérir un réseau de partenaires. Et c'est pour cela que l'on accueille des startups dans le cadre de Vivatech. La seconde étape, c'est celle que nous vivons aujourd'hui ensemble et elle a pour but de soutenir financièrement et de donner du rayonnement aux différentes startups. Et enfin, la dernière étape pour laquelle vous contribuez également aujourd'hui, eh bien, c'est l'ouverture sur la dimension internationale. Et cette dimension internationale sera aujourd'hui l'ouverture et l'accès au CES de Las Vegas. S'il y a 3 chiffres à retenir, eh bien, ce sont les suivants. À partir d'un vivier de 160 startups, première étape, sélection de 40. Seconde étape, 20. Vous êtes les 20 startups sélectionnées aujourd'hui. Et la dernière étape, 10 startups qui s'envoleront pour Las Vegas. 10 startups parmi lesquelles 2 recevront un grand prix. Alors peut-être maintenant une dernière information, mais directement pour les membres du jury. Bien sûr, il va falloir évaluer les auditions de nos start-upers passionnants. Et pour cela, eh bien, on va essayer de se faciliter la vie avec un vote électronique en ligne. Chaque membre du jury dispose, dans le dossier qui lui a été remis, d'un lien sur WooCap. Alors, il y a une petite erreur de frappe, mais ça a été rectifié, donc tout le monde est bien au courant maintenant. Pour chaque présentation de start-up, vous avez bien évidemment les différents critères d'évaluation qui vous sont rappelés, la notation, les consignes, explications sont dans la fiche de façon synthétique. Donc, place au cœur de cet enjeu de cet après-midi. L'audition de nos startups, comme vous allez le découvrir, c'est une extrême richesse qui nous est proposée. Cette richesse, on a essayé de la structurer autour de grands domaines qui sont des domaines cœur des activités des écoles de l'Institut Mines Télécom. Et pour commencer, le premier d'entre eux, tout à fait au hasard, sera numérique et cybersécurité. Alors je rappelle, vous avez là le panorama des 5 startups qui vont relever les défis de cette innovation dans ces domaines. Je rappelle aux start-upers qui vont présenter qu'ils ont 3 minutes pour être efficaces, impactants, et bien sûr, nous y veillerons. Donc, bon courage et place à la première de ces startups. Bouge, c'est parti. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi Savary, le cofondateur et CEO. Alors ça ne s'affiche pas encore. Est-ce que je dois rappuyer, non ? Pour la technique, il faut absolument qu'on ait le visuel dans la présentation des élèves. C'est bon ? On a mis pause sur le chrono, je reprends. Désolé. Donc je disais, je suis Mehdi Savary, le cofondateur et CEO de Bouge. Alors avec Bouge, je vais vous parler de sport, mais pas de la nouvelle techno qui fait pousser des muscles ou du Tinder du sport. Non, parce que le besoin n'est pas là. Pendant qu'on cherche ailleurs, un Français sur 2 ne pratique pas assez de sport au quotidien. Et donc c'est de la sédentarité qui s'ancre encore plus et dégrade nos conditions de santé. Donc avec Bouge, je vais plutôt vous parler de la première barrière à la pratique sportive, le b.a.-ba en fait,
Trouver un sport aujourd'hui, c'est une galère. Parce que les informations sont dispersées, souvent fausses. Si vous avez le malheur de louper le forum des associations de votre ville, les inscriptions pour vos gamins, c'est râpé. Bref, l'information des activités sportives dans nos villes est un statu quo dont personne ne s'occupe réellement. Avec Bouge, on change la donne, on le fait main dans la main avec les villes en lançant la cartographie sportive la plus complète de France. Notre technologie, je passe rapidement sur ça, j'ai que 3 minutes, notre technologie s'intègre en un clic sur le site des mairies pour qu'elles puissent communiquer efficacement auprès de leurs habitants à l'ère où les gens souhaitent consommer local. Donc on a équipé une dizaine de villes, on a de grosses ambitions d'ici 2024 d'en équiper 1500, puisque pour rappel, ça fait 100 ans que les JO sont venus sur Paris et qu'on est dans un moment d'investir dans cette belle mission qui est celle du rayonnement de notre pays par le sport. Et cela de la manière la plus inclusive possible. D'où nos 3 piliers et nos 3 expertises. Le premier, la data exponentielle. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 million de points d'intérêt sportifs qui sont cartographiés dans Bouge. Il y en a des dizaines, des centaines de milliers d'autres à cartographier. Et ce que l'on veut, c'est le faire avec la plus grande granularité. Pour vous donner un exemple, sur les aires de jeu pour enfants, on est capable d'aller chercher les critères d'inclusion pour des enfants atteints d'autisme. Et donc pour nous, c'est une obsession. On appuie ça aussi sur l'expérience utilisateur, pouvoir avoir cette chaîne de valeur complète quand je veux faire mon sport. Je cherche, je réserve, j'ai mon calendrier, tout se synchronise, je peux payer, je peux activer des critères sur la qualité de l'air si j'ai envie de courir dans un environnement sain, identifier des itinéraires populaires. Bref, on s'adresse à un marché colossal. On nous a surnommé le Doctolib du sport. On compte bien avoir cette même ambition. Et le 3e pilier, c'est l'interopérabilité. À l'ère de la sobriété numérique, plutôt que de réinventer la roue, on préfère se rapprocher de partenaires qui offrent des services sportifs à des utilisateurs et qu'on souhaite intégrer directement via API. Hop. Excusez-moi. Donc si dans la salle... Non, on est à la dernière. Si dans la salle, il y a des personnes qui connaissent des maires, des investisseurs, je serais ravi de leur parler parce que c'est bon de bouger. Merci. Je mets un chronomètre. Bonjour. Donc, je suis Jean-Baptiste Duquesne, je suis très heureux d'être là pour vous présenter mon nouveau projet de start-up. En fait, l'idée est née lors d'une autre start-up que j'ai créée qui s'appelle 750 grammes, le site de recettes de cuisine que vous utilisez peut-être. Et quand j'ai travaillé sur ce projet, 750 grammes, il y a un moment, j'ai fait 150 vidéos de recettes de cuisine et je me suis dit, puisque j'avais lancé des sites à l'international dans le monde entier, je me suis dit, je vais internationaliser ces 150 vidéos. Donc obtenir 750 vidéos. Pour faire ça, il m'a fallu 9 mois. Parce qu'il fallait un chef de projet, parce qu'il fallait du monteur vidéo, parce que c'était beaucoup de perte de temps, d'aller-retour, de correction. Donc je me suis dit, là, il y a une place pour une techno, il manque quelque chose. Donc c'est tout là notre projet. Notre projet, il s'appuie sur un marché déjà existant. C'est le marché du stockage de contenu. C'est-à-dire vous avez des solutions connues là, dans cet écosystème. Au niveau mondial, ce marché est estimé à 5 milliards d'euros. Nous, on veut aller un peu plus loin parce qu'on ne veut pas faire du stockage. Le stockage n'est qu'une des problématiques dans la gestion et la diffusion du contenu. Donc il y a un certain nombre de startups qui sont lancées sur cet écosystème en proposant des briques applicatives spécialisées pour créer de la vidéo, pour créer une image, pour créer, pourquoi pas, une affiche, du print. Il y a un certain nombre de prestataires qui proposent des solutions aux grandes entreprises aux PME. Nous, notre marché, c'est le client grand compte. Le client grand compte avec qui on va proposer une solution clé en main, intégrant toutes ces chartes graphiques, étant le garant de la diffusion de la communication à l'international et qui va permettre à la grande entreprise de mettre des assets digitaux disponibles à ses filiales, à l'autre bout du monde, à ses partenaires. Et en un clic, ils vont pouvoir traduire, resizer, télécharger un lot de contenu. Et on va passer d'une agilité de quelques semaines à quelques jours de diffusion de contenu. Ça fait 1 an qu'on a lancé cette start-up. On l'a créée début décembre l'année dernière. On a aujourd'hui
j'ai à mes côtés Jean Navot, que j'ai rencontré chez notre premier client, qui est le groupe CEP, qui utilise notre technologie à l'international pour créer tous ces contenus. Jean, qui était mon client, m'a dit je te rejoins et on crée l'aventure ensemble. Et c'est comme ça qu'on a créé Brand Deploy. Derrière ça, j'avais un CTO avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et qui est extrêmement brillant et qui a développé toutes ses premières briques applicatives. Aujourd'hui, on a fait 300 000 € de chiffre d'affaires en un an. On a 17 000 € de chiffre d'affaires récurrent sur des modèles de licence. Et on a des belles références françaises, quelques-unes américaines qui commencent. On commence à s'internationaliser. Donc aujourd'hui, on est en train de nouer des partenariats avec des acteurs du marché, Quable, Keepik, Amazon. On vient de signer Pepsi pour démarrer au début janvier. Qu'est-ce qu'on fait? On a, cette année, pour assurer cette croissance et arriver aux 9 personnes qui vont nous rejoindre, qui seront au mois de janvier, on a fait un premier financement avec la BPI à hauteur de un peu plus de 400 000 €, qui nous permet de staffer, d'avancer. Et on espère, on va y arriver, j'espère très vite, arriver à 90 000 € de chiffre d'affaires récurrent mensuel, ce qui nous permettra de viser une première levée de fonds en série A. Hop, je peux avoir les slides, s'il vous plaît. Ouais, bon. Donc, hop, je mets juste le chrono. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kevin Carta. Je suis responsable laboratoire et pentester au CLR Labs, qui est un laboratoire dans le sud de la France, à La Ciotat, spécialisé sur les technologies biométriques. Donc, avant de vous parler du CLR Labs directement, je vais vous parler de mon domaine, qui est la biométrie. Donc, la biométrie, c'est un domaine qui est en totale explosion aujourd'hui. À la base, ça a été utilisé de manière très police-justice, donc pour retrouver des criminels. Et en fait, il s'est passé que Apple, comme très souvent, a changé le marché et a donné cet effet juste trop cool à la biométrie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la biométrie à peu près partout comme moyen d'authentification. Et la biométrie prend une part très importante dans la cybersécurité. On le retrouve dans le contrôle d'accès, aujourd'hui dans les banques avec la BNP qui vient de lancer la première carte bancaire par empreinte digitale. On le retrouve tous les jours dans nos smartphones pour déverrouiller notre smartphone ou accéder à nos applis bancaires, par exemple. Et dans un nouveau marché qui est la vérification d'identité à distance. Cependant, la biométrie, ce n'est pas juste cool, c'est aussi vulnérable. Donc, on le voit très souvent dans les films. Voilà, donc l'utilisation de masques comme dans Mission Impossible, l'utilisation de fausses empreintes digitales. Donc ça, ce sont des choses qui existent pas que dans les films, mais aussi dans la réalité. C'est ce que nous faisons au laboratoire. Et la deuxième menace dont vous avez pu entendre parler, c'est les deepfakes. Je vais passer parce qu'elles sont. Les deepfakes qui consistent à utiliser des attaques par vidéo et qui sont injectées pour tromper le système de reconnaissance faciale en attaquant des smartphones ou des ordinateurs. Donc ça, c'est ce que nous faisons au CLR Labs, c'est-à-dire que nous sommes des hackers, mais des gentils hackers. Et notre travail est d'essayer de trouver des vulnérabilités de ces produits pour améliorer la sécurité de ces produits que nous utilisons tous les jours. Donc en fait, on a une seule mission qui nous tient le plus à cœur, c'est de créer demain le premier schéma de certification européen pour la biométrie et qui serait basé sur les valeurs européennes, à savoir donc du coup un niveau de sécurité très élevé et le respect des données personnelles. Donc voilà, donc pour finir, j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, notre entreprise a été créée en 2017. Aujourd'hui, nous sommes listés par la NSSI comme laboratoire biométrie. Nous travaillons aussi sur le schéma de certification ETSI, qui sont deux schémas de certification européens. Et nous sommes membres du campus cyber et surtout, j'aimerais vous dire que nous prenons très à cœur le fait d'augmenter le niveau de sécurité des biométries dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous travaillons aussi en vendant nos bandes tests à l'international. Donc aujourd'hui, nous avons vendu par exemple un bande test à Singapour et un en France. Donc l'idée, c'est absolument de faire augmenter le niveau de la biométrie et de l'état de l'art de la biométrie qui est aujourd'hui très bas. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Maxime Niel, le président et cofondateur de Relax Tickets. Et aujourd'hui, je vais commencer ce speech par une mauvaise nouvelle. Il faut savoir que le concert d'Isolt à la salle Playel à Paris, qui va se tenir dans quelques semaines, est malheureusement complet. Donc si vous souhaitez un billet pour ce spectacle, il va devoir se rendre sur l'un des marchés secondaires les plus frauduleux au monde, un marché où plus d'un jeune sur 4 a déjà été victime d'une escroquerie. Et si par chance vous arrivez à trouver un vrai billet, il faudra probablement payer ce billet 3 à 4 fois le prix facial du billet. Et pour l'organisateur, la problématique est tout autre, mais tout aussi présente, puisqu'il va devoir gérer vos éventuels problèmes à l'entrée de son événement ou lors de son service après-vente. Et malheureusement, et surtout, il va devoir faire une croix sur une partie des revenus et des données de sa propre billetterie. Donc après une centaine d'interviews avec des producteurs de spectacles divers et variés en France, nous avons décidé avec mes 3 associés de créer Relax Tickets afin d'apporter une réponse technologique à cette problématique séculaire du marché noir de la billetterie. Et pour ce faire, nous avons développé un logiciel de billetterie qui permet aujourd'hui à tous les organisateurs d'événements de proposer une plateforme de revente pour leurs spectateurs. Et donc, la particularité de ces plateformes de revente, c'est que contrairement aux plateformes de revente classiques qui vont mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, les plateformes générées avec notre logiciel ont la particularité de supprimer complètement la fraude, à savoir la spéculation et les faux billets, grâce à une connexion en temps réel avec les systèmes de billetterie de l'organisateur. La complexité de cette innovation est due au fait que les organisateurs utilisent aujourd'hui en moyenne 4 prestataires de billetterie pour vendre et distribuer leurs billets. Nous avons donc dû construire pendant 2 ans une technologie interopérable qui puisse s'interconnecter avec une 30aine de logiciels rien qu'en France, et notamment avec des technologies d'API et de parsing. Malgré un lancement en janvier 2020, donc quelques mois avant la pandémie, nous comptons d'ores et déjà 40 partenaires, avec notamment des festivals de plus de 100 000 spectateurs ou le 2e plus grand producteur de spectacles au monde, qui produit notamment les tournées des Rolling Stones, de Justin Bieber ou encore de Céline Dion. Et donc aujourd'hui, avec cette équipe composée de 5 personnes, ces 6 derniers mois, on a pu protéger 15 000 spectateurs de la fraude, et ce malgré les jauges réduites, les annulations, les multiples reports. Et l'année prochaine, on vise 100 000 spectateurs protégés du marché noir avec notre technologie, et ce, grâce bien entendu à la reprise du spectacle vivant, mais aussi à une levée de fonds qui nous permettra de consolider l'équipe et de consolider notre développement à l'international. Et je finirai par une bonne nouvelle, puisque vous pourrez finalement acheter vos billets en toute sécurité pour Isolt, grâce à notre partenariat avec la salle Playel et l'organisateur du concert, sur relaxtickets.com, dès maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour. Je suis Sébastien Burlet. Merci à toutes et à tous. Le créateur de Zigplace. Donc Zigplace, qu'est-ce que c'est? C'est une place de marché, on va dire un site sur lequel on peut revendre des instruments de musique neufs et d'occasion. Vous connaissez tous la place de marché Amazon. Vous connaissez d'autres places de marché peut-être un peu plus verticales sur d'autres sujets, Amazon revendant un petit peu tous les types de produits. On a Rakuten, on a Cdiscount, on a des places de marché qui sont spécialisées dans des tas de domaines. Et nous, on a choisi la musique parce que c'est ma passion. J'ai 2 passions depuis très très longtemps, Internet et la musique. Je suis musicien, je suis pianiste. Et je suis tombé dans Internet, j'ai construit mon ordinateur parce que je suis un peu plus âgé que les gens qui sont passés avant moi. Je suis né en 72, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas non plus trop d'ordinateurs. J'avais construit mon premier ordinateur dans mon village en Provence. Donc je suis vraiment tombé et je jouais dans un groupe de musique. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer Zigplace avec Jean-Michel Jarre, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a fait une petite vidéo qui m'a permis de lever 1 million d'euros, grâce également à Telecom Booster. On a été la start-up qui a été choisie en 2019. Donc on a créé cette nouvelle place de marché qui est un petit peu différente des places de marché qu'on va retrouver
Aux États-Unis, notre concurrent principal, c'est Reverb, qui a été créé par un Français d'ailleurs. On est très européen. La moitié de notre chiffre d'affaires est effectué en Allemagne sur le secteur du digital. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on a un point physique à Montreuil où on peut aller nous rencontrer, nous parler, éventuellement avoir un service après-vente de lutherie, notamment pour les instruments de guitare. Et on rajoute une expertise dans notre place de marché, parce qu'on dirait que c'est rigolo de vendre des instruments en ligne, mais c'est surtout 4 milliards d'euros. Donc c'est un très très bon business. On n'a pas les chiffres en Chine, mais on sait qu'il y a au moins 4 milliards d'euros. Et l'Europe, c'est quasiment 45% de ce marché-là. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que la place de marché, notre seul concurrent, est américain. Du coup, il s'appelle Reverb.com. Ça a été un petit peu dommage, à mon avis. Je suis également conseiller au commerce extérieur de la France, d'avoir qu'un concurrent américain qui gère toute la vente d'instruments d'occasion sur son site, notamment pour tous les Européens. On a un deuxième concurrent, évidemment, c'est Le Bon Coin. Donc là, c'est une place de marché C2C sur laquelle on va vendre un petit peu tout, une tondeuse à gazon, une tronçonneuse et une guitare ou un piano. L'avantage d'une place de marché verticale, c'est qu'on a une expertise, un domaine d'expertise. On va rencontrer que des instruments de musique, que des musiciens, que des artistes. J'en cite quelques-uns qui sont à droite. Stardust, Miosek, Benjamin Biolay sont des artistes qui sont déjà présents sur la plateforme MusicPlace. C'est ma deuxième start-up. J'ai envie que ça aille vite, mais je ne me rappelais plus comment c'était dur de créer une start-up. Parce que ma première start-up, c'était Lemonway. On est monté à plus de 10 millions d'euros. On a fait des levées de 1, 3, 15, 21 millions d'euros. On a recruté, moi j'ai recruté plus de 500 personnes avec le turnover. Bon, ici, on fait 1 million d'euros. L'année dernière, on faisait 500 000 euros. L'année prochaine, on fera, j'espère, encore un x2, etc. Grâce à l'export. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Benjamin Kawak, PDG et fondateur de 3D Aerospace, couramment installé à l'école IMT Albi. 3D Aerospace est une société spécialisée dans la cartographie connectée et intelligente grâce à notre récepteur. J'ai pas mes slides en fait, ça c'était juste l'introduction. Ok, c'est bon. 3D Aerospace est une société du coup qui vend des services de cartographie connectée grâce à notre récepteur GPS équipé de 7 caméras. Nous attaquons deux marchés, le marché de la viticulture de précision avec notre première marque Divines. Aujourd'hui, dans la viticulture, il y a 3 grandes problématiques. Une problématique climatique avec le changement justement de l'environnement, du climat qui a un impact profond sur l'agriculture et notamment la viticulture. Un problème économique avec justement une mondialisation du vin et un domaine de ressources humaines qui est de plus en plus difficile. Et un problème de gestion des anomalies, où il y a une détection des anomalies dans des hectares de vignes qui est de plus en plus difficile. Une seconde marque, Galigo, qui est justement une cartographie urbaine pour l'application autonome des voitures et des drones. Donc comment ça marche? Nous avons développé du coup notre récepteur GPS, qui a un boîtier intelligent de 30 cm par 30 cm par 30 cm, qu'on rétrofit sur l'ensemble des véhicules, que ce soit des tramways, des tracteurs, des bus, des taxis. Lorsque le bus ou le tramway ou le tracteur navigue dans la ville ou dans le champ, on enregistre l'information de géolocalisation grâce au satellite européen Galileo. Donc, on a une précision de 30 cm en temps réel et on enregistre l'information visuelle grâce à notre 7 caméras.
À la fin de la journée, on envoie l'ensemble des caméras, des images et de la géolocalisation dans le cloud, où nous avons développé des algorithmes de post-traitement automatique des images afin de détecter donc, dans le milieu viticole tout ce qui est maladie, tout ce qui est rendement, donc nombre de grappes de raisin par cep, tout ce qui est pied de vigne manquant. Et on va en fait envoyer les informations, donc le type d'anomalie et la géolocalisation de l'anomalie dans une cartographie qui est directement du coup consultable sur une application web ou sur une application smartphone. À chaque fois que nous avons un nouveau passage du tracteur équipé de notre récepteur, on va mettre à jour notre carte d'une manière complètement autonome pour le vigneron, nos clients dans la partie Divine et pour les mairies dans la partie Galigo. Donc au fur et à mesure, on va améliorer du coup l'intelligence artificielle grâce à nos images et grâce à une géolocalisation de précision. Par rapport à notre business model, on fait de la location du hardware que nous avons développé du coup dans l'entreprise et nous vendons des services en mensualité à travers du coup l'application smartphone et l'application web. En termes d'expertise présente dans l'entreprise, nous avons du coup l'ensemble de la technologie maîtrisée à l'intérieur même de l'entreprise, que ce soit la définition en fait des algorithmes par rapport aux satellites Galileo et GPS, par rapport au développement des algorithmes de machine learning, par rapport à la fabrication, ce qui était aussi un point très important dans le plan de relance 2030, sur une fabrication française et albigeoise, qui est directement à l'intérieur de 3D Aerospace à Albi. Donc voilà par rapport à 3D Aerospace fondé à Albi. Merci beaucoup. Bonjour, enchanté. Donc, je suis Clément Sirvente, cofondateur de Oli.io. J'ai cofondé cette entreprise avec deux ingénieurs et un CEO qui est aussi consultant en innovation. On crée un espace de travail intelligent qui va augmenter votre productivité. Aujourd'hui, j'ai créé cette entreprise parce que j'étais consultant et finalement, je me suis rendu compte qu'être bien informé était essentiel dans notre métier et que finalement, on faisait face à un océan d'informations, à la fois avec le web, qui est aussi vaste que déroutant, et avec l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a du mal à tirer parti de l'ensemble de ces informations parce qu'il y a trop d'outils, trop différents selon les équipes et les salariés. Et finalement, on passe jusqu'à 19% de notre temps à chercher des informations. C'est un enjeu, d'autant plus dans un monde où on vit le télétravail au quotidien. Oli.io révèle la valeur ajoutée du collaborateur augmenté. On va allier l'intelligence collective et l'intelligence artificielle pour aider les salariés au quotidien et pour créer ce collaborateur augmenté qui va utiliser cette intelligence au carré pour faire son travail, pour apprendre, pour décider. Et finalement, on va mettre en place une gouvernance des informations au service des salariés qui lui permettent d'avoir une vision des expertises de l'entreprise et lui permettent de détecter des signaux faibles. Alors, on va mettre en place finalement un outil qui va faire du savoir l'actif unique de l'entreprise. D'une part, avec un hub qui centralise les savoirs de l'entreprise. Alors, concrètement, c'est une application web qui va permettre aux salariés d'avoir un espace projet avec l'ensemble des ressources personnalisées selon ses expertises et ses missions. Et finalement, ça va être sa boussole, la boussole de l'information dans l'entreprise, qui va lui aider à reprendre le contrôle sur l'information. La deuxième brique de notre assistant, c'est un assistant de productivité qui va intégrer finalement les connaissances de l'entreprise dans les outils du quotidien du salarié. Donc on va intégrer les connaissances de l'entreprise directement dans les résultats de recherche Google. Ça va permettre aux salariés de ne pas aller chercher l'information forcément sur l'intranet, mais directement dans l'information là où ils travaillent. On travaille aussi dans Slack et Teams à un smartbot qui vous permet de répondre directement aux questions de vos salariés avec les connaissances de l'entreprise. Et finalement, ça,
c'est un second cerveau à disposition de vos salariés au quotidien. Alors, notre enjeu, finalement, c'est de réinventer le futur du travail. C'est un marché de 100 millions d'euros en France, si je me cible sur les cabinets de conseil français, qui est notre première cible. Voilà, je vous remercie. C'est pas mes slides, mais je sais pas si c'est ça. Ah, parce que ça, c'est pas moi. C'est René Corner, je sais pas si on change dans ce sens-là. Voilà. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Camille, je suis l'une des deux cofondatrices de René Corner avec Amélie qui est aussi dans la salle et avec qui je travaillais avant dans la publicité digitale ciblée. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter René Corner, une solution digitale qui optimise le développement physique des marques. Et pourquoi je vous parle de développement physique ? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 14 000 nouvelles marques qui se créent chaque année et qu'elles rencontrent toutes les mêmes problématiques. 1, se différencier des concurrents et 2, gagner en visibilité. Pour ça, elles passent par le développement physique, mais il n'y a aucune solution aujourd'hui qui répond vraiment à l'ensemble de leurs demandes. Elles peuvent soit se faire référencer chez des retailers, mais souvent, elles doivent écraser leurs marges ou souvent, elles n'ont pas les stocks aussi disponibles pour aller dans ces magasins. Elles peuvent réserver des espaces de vente éphémères, donc ça veut dire aller dans un lieu vide et meubler tout l'espace, faire venir du monde, et ça, c'est souvent très coûteux et très compliqué. Et la troisième solution, c'est de faire des animations commerciales ou de créer une collaboration avec un lieu occupé, mais ça, c'est très compliqué en termes de logistique. Nous, avec René Corner, on a vraiment créé une solution digitale de réservation d'espaces de vente éphémères, mais dans des lieux à fort trafic. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on permet aux marques de répondre on répond à l'ensemble des problématiques des marques parce qu'elles vont pouvoir réserver un espace de vente en quelques clics dans un lieu à fort trafic. Donc, on va leur faire gagner du temps et de l'argent. On leur trouve les lieux. Le lieu va déjà être meublé. Elles ont juste à arriver avec leurs produits et à s'installer. C'est des lieux à fort trafic. Donc, finalement, la clientèle, elle existe déjà. Ils n'ont pas besoin de ramener du monde. Ils ont juste à aller rencontrer la clientèle du lieu. Et surtout, le gros point, c'est qu'on utilise un système de matching exclusif qui est basé sur de la donnée déclarative et donc finalement les marques elles vont aller dans des lieux qui vont avoir le même positionnement qu'elles, la même clientèle, elles auront juste à s'installer et à rencontrer ces gens. Notre offre aujourd'hui elle est vraiment gagnante-gagnante dans le sens où les lieux ont tout intérêt à travailler avec nous parce que eux ils vont pouvoir dynamiser leurs espaces, rentabiliser les mètres carrés et surtout répondre à la nouvelle demande des consommateurs pour des produits plus responsables et plus innovants. Nous, aujourd'hui, on travaille déjà avec 40 lieux partenaires, donc des lieux un petit peu alternatifs, mais surtout des grands groupes comme Decathlon ou Leroy Merlin. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller référencer plus de lieux, de créer plus de collaborations en faisant connaître la plateforme, mais surtout en allant investir dans la recherche et développement. On va intégrer un ingénieur data à la société pour pouvoir travailler justement sur ces données, pouvoir apprendre de toutes ces collaborations et finalement pouvoir les aider à mieux cibler leur développement physique. Comme nous, on le faisait en digital, ce qu'il faut retenir, c'est que René Corner, c'est vraiment optimiser le développement physique des marques grâce à la donnée. Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Joannides. J'ai cofondé Odaptos avec Philippe Restrepo et nous faisons des tests du design par l'intelligence artificielle. Donc, le marché du test utilisateur est évalué à 2 milliards de dollars en 2024. Et qu'est-ce que c'est réellement l'expérience utilisateur ? Ça va être la manière dont vos enfants, vos petits-enfants vont pouvoir utiliser facilement des projets numériques sur le web. C'est la manière dont tout le monde va pouvoir utiliser facilement des outils numériques sur le web. Donc, comment ça se modélise ? Ce sont des tests utilisateurs que vont faire les sociétés, vont inviter leurs clients, leur poser des questions pendant 30 minutes à 1 heure, et à la fin de ces interviews-là, ils vont faire un compte-rendu d'utilisation. Ces comptes rendus sont longs à mener et coûtent très cher.
mais ils vont permettre d'améliorer les services sur le web. Alors pourquoi tout le monde et tous les produits ne sont pas si faciles d'utilisation? C'est parce que ces tests sont longs à mener, ils mettent 3 semaines à réaliser et ils coûtent cher, jusqu'à 10 000 € par test utilisateur. Demain, avec Odaptos, ce que l'on souhaite faire, ce que l'on va faire, ce sont des tests utilisateurs qui vont être optimisés par l'intelligence artificielle. Donc des tests qui vont être plus simples, plus faciles, moins chers. Comment on va faire cela? On va aider l'UX designer avec un partenariat homme-machine. On va faire une reconnaissance vocale pour créer un transcript de l'interview, une reconnaissance faciale pour une aide à la détection des émotions, et un compte-rendu de l'utilisation de son parcours grâce à la capture d'écran. De cette manière, on va pouvoir faire un compte-rendu automatisé, 30 minutes seulement après l'interview, permettant aux équipes de recherche et aux entreprises de venir directement sur les points de friction de vos produits et de vos services basés sur les émotions de vos utilisateurs. Nous commercialisons ces tests à 100 € pour 1 heure d'interview, vous permettant donc de faire 10 tests en 3 jours pour 1 000 € seulement. De cette manière, vous allez pouvoir faire des projets et des tests en amont, pendant la phase de développement et à la fin de la phase de développement. De cette manière, vous aurez des produits et des services plus finis qui correspondront à vos clients. Venez tester Odaptos, nous avons une offre découverte pour tester vos produits et vos services. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente Paul Huguet, cofondateur de VocaCoach. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter la première fois que j'ai dû pitcher un projet devant un jury. C'était il y a quelques années, j'étais en école d'ingénieur, et il fallait pitcher un projet de groupe. Alors j'avais couché quelques idées sur le papier, mais je ne m'étais pas vraiment entraîné à répéter ce pitch. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jour J, j'arrive sur scène, tout le monde me regarde, et là, mes genoux qui tremblent, ma gorge qui se serre, je ne sais plus quoi faire de mes mains, et quand il faut parler, silence. Aïe, 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 catastrophe. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout le seul à avoir ce problème-là. En fait, la glossophobie ou la peur de la prise de parole en public, c'est l'une des peurs les plus communes et les plus partagées dans le monde. Même devant la peur des araignées, c'est vous dire. Pour remédier à ce problème, nous avons créé VocaCoach. VocaCoach, c'est une application de coaching à la prise de parole fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. Mais comment ça marche? Eh bien, vous vous filmez où vous voulez, quand vous voulez, grâce à VocaCoach, et vous obtenez un retour instantané sur votre prise de parole. Tout est passé au crible. Votre ton, vos hésitations, vos tics de langage, etc. Vous obtenez ensuite des conseils personnalisés qui ont été créés en collaboration avec des professionnels de la communication. Notre ambition avec mes associés, c'est d'accompagner tous les actifs dans leur prise de parole en public, en entreprise et même dès leurs études, indépendamment de l'origine sociale ou scolaire. Pour cela, nous allons d'abord commencer par faire un partenariat avec l'APEC, notamment pour préparer aux entretiens d'embauche, car il y a 6 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les entreprises pour lesquelles nous faisons une offre sur mesure qui permet d'être facilement déployable pour la formation professionnelle. Ainsi, les actifs pourront s'entraîner quand ils le veulent à la prise de parole et pourront être plus confiants en eux. Bref, il y a 3 minutes, avant de faire ce pitch, même si j'avais un peu de stress, malgré mes imperfections, je n'avais pas les genoux qui tremblent, je n'avais pas la gorge qui se serre. J'avais simplement confiance en moi et c'est ça qui fait vraiment toute la différence dans une prise de parole. Donc, aujourd'hui, pour s'entraîner, c'est devenu facile. Il suffit d'utiliser VocaCoach. Aujourd'hui, parler en public n'a jamais été aussi simple. Merci beaucoup. Oui, le travail pour les membres du jury est difficile, mais on en est encore plus reconnaissant.
Je pense que vous avez pris un temps de respiration et je vous propose d'enchaîner avec la thématique santé et bien-être. De quoi vous détendre. Et j'invite le start-upper de Chiron IT à venir présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Charton et je suis fondateur de Chiron IT. Si on fait du sport, peu importe notre niveau et nos objectifs, ça passe forcément par un entraînement. Un entraînement qu'on veut tous le plus efficace possible. Alors je me permets de vous poser 2 questions. Est-ce que nous nous entraînons correctement, efficacement, sans risque de nous blesser? La deuxième question, elle est pour les coachs, si jamais il y en a dans la salle. Est-ce que vos sportifs s'entraînent aussi bien que ce que vous voudriez? Répondre oui ou non, ce serait un peu simpliste. La réponse, c'est plutôt à quel point oui et à quel point non. En fait, pour beaucoup de personnes qui veulent se mettre au sport, le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire forcément les bons mouvements et n'ont pas forcément une capacité d'analyse pour s'auto-évaluer. Pour les professionnels du sport et de la santé, comme les coachs, les préparateurs physiques ou encore les kinés, il est très chronophage, difficile, voire impossible, de faire une surveillance complète des sportifs ou des patients. Surtout, je vous donne un exemple, quand il y a un préparateur physique pour 20 sportifs dans une salle, ce qui est très commun même dans le haut niveau. Donc il existe aujourd'hui des protocoles et des outils d'évaluation, mais eux aussi prennent beaucoup de temps, ils sont parfois complexes, voire biaisés. Les conséquences pour les sportifs et les patients. Alors pour les sportifs et le patient, ça va être la conséquence, un risque de mauvaise exécution du mouvement, qui va amener à une diminution de l'efficacité de l'entraînement et aussi une augmentation significative du risque de blessure. Pour le patient, ce sera plutôt une augmentation du risque de récidive de blessure. Pour répondre à cette problématique, on a créé Chiron IT, on a conçu un système d'analyse de mouvement. Alors, je vais essayer de lancer, super. Un système d'analyse de mouvement à base d'IA et de vision par ordinateur pour le domaine du sport et de la santé. Il est composé d'intelligence artificielle. Notre première version est adressée aux professionnels comme les coachs et préparateurs physiques ou les kinés. Alors, comment ça fonctionne? Le sportif lance un programme de sport ou un protocole qui lui a été envoyé, par exemple, par son coach. Il se place face à la caméra, donc c'est ce petit boîtier caméra que vous avez ici, et il a un feedback en direct sur ses mouvements. Le préparateur physique ou le coach, lui, il va recevoir un rapport détaillé qui va lui permettre de gagner beaucoup de temps par rapport au protocole d'évaluation habituel et aussi de faire remonter les anomalies qui peuvent indiquer des risques de blessure le plus tôt possible. Aujourd'hui, on adresse notre solution en priorité au marché donc, du sport avec les clubs de sport de haut niveau, les structures aussi de sport de haut niveau, la santé avec les kinés du sport principalement. Et dans un prochain temps, on adressera cette solution en particulier grâce à tout le savoir qu'on a acquis avec ces professionnels. Aujourd'hui, notre version bêta est déjà utilisée. Elle est notamment placée au Krebs de Châtenay-Malabry avec des sportifs de haut niveau. On est suivi régulièrement par l'INSEP. On vient de signer notamment un partenariat avec le CHU de Besançon, avec les chirurgiens pour l'évaluation des mouvements avant et après opération notamment. Et on s'apprête également aussi à livrer une salle de CrossFit. Tout simplement, ce qu'on essaye de faire, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre, dans les meilleures conditions, et pouvoir réduire au maximum le risque de blessure chez les sportifs. Je vous remercie. Bonjour, je suis désolé, je viens de m'entraîner pour le marathon de Montpellier et là j'ai quelques douleurs musculaires. Je commence ma séance de récupération et je suis à bout dans 10 secondes. Bonjour, je suis Guillaume Modelski, donc fondateur de la startup Cryosox.
Si je peux trouver la... Nickel, donc c'est celle-là. Fondateur CryoSox. Le concept, c'est concevoir, développer et commercialiser des solutions de récupération musculaire innovantes en partenariat avec une communauté de sportifs, amateurs et professionnels. Donc la plus-value de CryoSox, c'est que ce sont des solutions qui sont nomades, donc on peut facilement transporter dans son sac de transport, dans sa valise, ou notamment effectivement dans une valise qu'on veut on veut prendre le bus. Elles sont autonomes, il n'y a pas de prise électrique, ce qui veut dire qu'en fait on peut utiliser n'importe où, en train de faire un pitch, au bureau ou chez soi. Autonome aussi, c'est qu'il n'y a pas de tube, ce qui fait qu'on est en total mouvement, liberté de mouvement. Si effectivement on est à la maison, il y a quelqu'un qui sonne, et ben on peut partir, ouvrir la porte, revenir, continuer sa séance de récupération musculaire. Simple d'utilisation, pourquoi ? Parce que c'est une technologie unique, donc développée en partenariat donc, avec l'école des Mines à l'Est. Elle a été brevetée, où on va allier donc, de l'électronique, un gaz qui est inodore, qui est non inflammable et qui est facilement distribuable en France. Donc après, effectivement, le business model est assez simple. Donc il y a un business model one-shot et récurrent. Le one-shot, où on va vendre des packs de CryoSox, donc jambe droite, jambe gauche, avec des séances de récupération musculaire. Et après, le revenu récurrent sont des packs de séances à hauteur de 70 € les 4 séances. Ça sera distribué sur un site internet et en partenariat avec des magasins de sport, notamment des magasins spécialisés type Iron, Sri Lanka. La stratégie de développement de CryoSox, c'est de développer les autres produits, puisque lors de la phase de bêta-test, beaucoup de personnes m'ont demandé, les nageurs par exemple, de faire la bras, les marathoniens de faire le cou. D'autres personnes, comme les rugbymen, m'ont demandé de faire les mollets. Au niveau des partenariats, j'ai signé des partenariats avec une marque de sport qui s'appelle Sigvaris, leader mondial des textiles de compression, pour attaquer le marché du sport. Notamment aussi avec l'INSEP, où je rentre dans le programme donc, Day to Day par rapport à Paris 2024, pour mettre à disposition cet outil donc, pour tous les athlètes qui souhaitent préparer donc, les Jeux Olympiques. Avec aussi des clubs de sport, typiquement le MHR à Montpellier, le Cercle des nageurs à Marseille. Et cette solution est testée depuis 6 mois par des sportifs amateurs et professionnels. Certains sont partis aux Jeux Olympiques avec, comme Florent Manodou. D'autres l'utilisent en complément. Ils sont pas pilotes aux Jeux Olympiques, comme Christophe Lemaître. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ceux qui ont quelques douleurs musculaires, je suis à votre disposition après pour vous les soulager de manière nomade et autonome. Bonjour à tous, je suis Julie Goliot, je suis responsable de la recherche pour la Deep Tech Smart Macadam. Nous souhaitons tous vieillir. L'alternative, c'est la mort, c'est pas très intéressant. Mais nous voulons vieillir en restant dignes et en restant libres. C'est un problème que nous connaissons toutes et tous. Et pour 4 personnes sur 5 parmi nous, nous serons en plus confrontés à la maladie d'Alzheimer ou à une autre maladie neuroévolutive. Il y a 1,3 million de malades en France, 55 millions dans le monde, et aucun traitement curatif n'existe. Nous savons que les technologies numériques peuvent nous permettre de générer du lien social, de stimuler les fonctions exécutives ou encore de prévenir les risques qui sont liés à ces maladies. C'est pour cela que Laurent Maury, après avoir créé 01net.com, télécharger.com ou libé.fr, a décidé de créer Smart Macadam pour apporter un dispositif médical non médicamenteux qui permet d'assister et de prévenir les maladies qui sont liées à l'âge. Mementop, c'est un construit sociotechnique qui a 3 objectifs. Contribuer à la préservation de l'autonomie des personnes âgées, tout en soutenant la charge mentale qui pèse sur les aidants et en fournissant des clés aux professionnels de santé pour les aider dans leur prise en charge. Nous avons un dispositif certifié dispositif médical avec marquage CE qui comprend une application mobile partagée avec l'ensemble des personnes concernées qui permet de savoir ce qu'on a à faire, de partager des éléments clés, d'être stimulé, une gazette presse papier multisensorielle et un service d'assistance aux utilisateurs, un service humain. Notre grande particularité, c'est que nous nous adressons à un écosystème complet et complexe par ce qu'humain. Donc, il s'articule autour de la personne âgée, notre chef de tribu, et il s'adresse à l'ensemble de ses aidants. Comme ça, chacun peut très, très activement participer à la préservation de l'autonomie
et au soulagement de la charge mentale. Nous avons déjà 3 années de recherche et développement derrière nous. Selon 2 axes, nous voulons engager chaque utilisateur pour générer de la donnée et nous servir de ces données avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les risques, prévenir les risques et proposer des moyens d'action. Par exemple, si nous détectons un risque de dénutrition, nous serons capables de dire à Denis qu'il devrait aller voir sa mère et manger avec elle. Notre système de commercialisation repose sur un abonnement renouvelable. Nous sommes application remarquable avec Apple. Nous avons déjà une centaine de tribus depuis septembre, donc en B2C. Nous commençons le B2B le mois prochain avec des mutuelles et de très beaux partenariats avec des résidences pour seniors. Il y en a 100 000 déjà aujourd'hui, il y en aura 150 000 en 2030. Ça, c'est pour la France, hein, et nous avons une levée de fonds qui s'annonce pour l'année prochaine pour partir à la conquête de l'Europe et des pays nord-amérique, puisque les enjeux là-bas sont majeurs. Autant ici, on a un maillage hospitalier qui est assez important, autant là-bas, une personne peut être à 100 km du premier hôpital, si encore elle y a accès. Nous nous adressons donc à un enjeu de société majeur que nous ne pouvons ignorer, et nous savons faire, nous avons les solutions. Il faut y aller pour pouvoir vivre en restant autonome, digne et libre. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous, je suis Isabelle, je suis la fondatrice de Obiz. Et Obiz, c'est une solution qui va permettre aux entreprises de déployer des écoles de formation digitale en marque blanche. Donc aujourd'hui, en France, quand on regarde le marché de la formation professionnelle, c'est 15 milliards d'euros. Donc c'est un marché en France qui est soutenu par l'État, ce qui fait qu'il y a une grande majorité des actifs, voire tous les actifs français, qui peuvent avoir recours à la formation. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement 35% de ces personnes qui vont réellement faire une formation. Sur ces 35%, derrière, il y a uniquement 30% qui vont suivre la formation jusqu'au bout. Et si on continue encore derrière, quand on leur demande « est-ce que cette formation a été utile pour vous ?», seulement la moitié va dire « oui, elle a été utile pour moi ». Donc sur ces 100 personnes qu'on a pris au départ, à la fin, on en a 5 qui sont capables de dire « j'ai suivi une formation qui a été utile pour moi ». Et donc les enjeux qu'on va avoir derrière la formation, ça va être de cibler, proposer la bonne formation à la bonne personne au bon moment, proposer des formations de qualité et engager tout au long du processus de formation. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Obiz. Donc, Obiz, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller voir des entreprises qui ont des communautés. Donc, nos clients, ça va être les plateformes de travail numérique, des types Uber qui travaillent avec des auto-entrepreneurs, ou ça va être des acteurs de l'emploi. Donc, on travaille notamment avec les missions locales et la mairie de Paris. On va aller les voir, on va leur dire, proposez à vos réseaux, à vos clients, à vos partenaires, à vos bénéficiaires, une école de formation sous votre marque. Et donc, typiquement, la mairie de Paris, elle va communiquer auprès des Parisiens entrepreneurs pour dire, vous pouvez vous former directement via nous. Et donc, nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer la formation. Aux apprenants de la mairie de Paris, typiquement, on va leur mettre à disposition une plateforme sur laquelle on va aller chercher des modules de formation qu'on a sur étagère, donc qu'on va prendre en fonction des besoins de la personne, et elle va pouvoir, du coup, assister à sa formation, suivre des modules de formation en ligne et pouvoir réserver des modules de formation en présentiel. Et donc, on a les clients, on connaît leurs besoins, on leur propose la solution à laquelle ils peuvent accéder de manière numérique. Et enfin, à la fin, on a créé un outil de CRM en fait, qui va nous permettre de suivre l'apprenant tout au long du processus de formation. Dès son entrée en formation, on va pouvoir lui donner les informations, donc soit par call, soit par appel, soit par SMS ou par email. Ensuite, on va vérifier qu'il a bien assisté à la formation. À la fin de la formation, on va lui demander comment s'est passée sa formation. Et donc, à partir de là, ça nous permet d'avoir un niveau d'engagement tout au long de la formation qui est très fort. Donc aujourd'hui, on s'est créé il y a 1 an, on est 2. On a réalisé 2000 sessions de formation, on a des taux de satisfaction qui sont de 98% et on a 80% de nos apprenants qui finissent leur formation.
Et donc aujourd'hui, on est en train de déployer notre plateforme auprès d'autres acteurs. On est notamment en train de parler aussi avec Pôle emploi pour voir comment déployer ces solutions de formation digitale simplement accessibles en marque blanche directement via les entreprises. Ça va permettre aux entreprises de fédérer leur réseau, de former leur réseau et quelque part de légitimer en fait leur position vis-à-vis de l'ensemble de leur écosystème. Et de l'autre côté, ça va être gratuit en fait pour les apprenants parce qu'on va faire financer nos formations par la formation professionnelle vu qu'on est organisme de formation et certifié Calliope. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Bilal Belbessir, je suis le fondateur de Capsite. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la mécanique et le café. Je ne sais pas si vous le savez, en 2016, les ventes de capsules de café ont dépassé celles du café moulu en grains, tout commerce confondu. Dans le monde, en 2016, on consommait plus de 10 milliards de capsules par an. Et actuellement, nous sommes à plus de 20 milliards de capsules consommées dans le monde par an, ce qui pose un réel problème environnemental. Je ne sais pas si vous... Paradoxalement, grâce à ces capsules, nous avons vu l'émergence des artisans torréfacteurs, des artisans de proximité. Eux, pour encapsuler leur café, ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel à des sous-traitants au conditionnement, avec une commande minimale qui restreint fortement leur offre en termes de café encapsulé. Nous, Capsite, nous avons développé la solution qui est la première machine compacte et connectée qui permet de passer directement du grain à la capsule de café de façon automatisée. Comment elle fonctionne ? Nous avons un écran tactile, on sélectionne notre recette, le nombre de capsules, on valide, la machine broie le café, la dose, la tasse, puis la scelle hermétiquement par un opercule en papier. Et l'utilisateur n'a plus qu'à les récupérer. Les capsules sont hommes compostables, 100% végétales et à usage domestique. C'est-à-dire qu'on les met dans un compost domestique et elles se dégradent au bout de 26 semaines. Nos clients cibles sont les professionnels du café, les artisans torréfacteurs, les revendeurs de capsules de café, la grande distribution, les magasins bio, épiceries fines et les utilisateurs professionnels de capsules de café, les hôtels et restaurants, les comités d'entreprise et les associations. Nous sommes basés sur un modèle en B2B, exclusivement en B2B, avec une location, avec un coût fixe et un coût variable. Le coût fixe dépend de la location de la machine et le coût variable dépend du nombre de capsules produites par l'utilisateur. Prenons l'exemple d'un artisan torréfacteur. En moyenne, il commercialise 10 000 capsules par mois. Pour une location, notre chiffre d'affaires pour une machine louée à l'année est de 13 200, avec 4 800 pour la machine et 8 400 en coût variable. Nous avons plus de 200 demandes de renseignements via notre site internet. Nous avons 75 intentions d'achat. En septembre, nous avons commencé notre précommande. On a lancé nos précommandes au Salon Paris Coffee Show. Nous sommes lauréats du trophée Natexpo pour les marques et enseignes pour les magasins bio. Et nous comptons, en fin d'année, faire un chiffre d'affaires d'1,6 million en 2022. Je vous remercie. Il y a le proto qui est juste à côté. Nous avons une deuxième version qui arrive. Nous sommes en cours d'industrialisation où nous voyons directement les consommables, les capsules vides et
et le grain de café. Le but, c'est de le présenter directement en boutique et que le client, par lui-même, devine directement que c'est qu'ici, on encapsule le café. Je vous remercie. On va se mettre un chronomètre. Alors c'est parti. Bonjour, je suis Ronan Leroy. Je viens vous présenter Goodflow, start-up Deep Tech. En France, chaque année, l'utilisation des emballages industriels en carton à usage unique est la cause de 60 millions de tonnes de CO2. Une solution existe, ce sont les emballages industriels réutilisables. Le problème, c'est que ces emballages sont cassés, volés ou perdus. En conséquence, et il est impossible de dire qui a volé ces emballages ou les a cassés. Les chaînes d'approvisionnement sont beaucoup trop complexes. En conséquence, l'utilisation des emballages réutilisables est plus chère que celle des emballages jetables. Ça va être compliqué. Pour parer à ce problème, les solutions actuelles géolocalisent les emballages réutilisables à l'aide d'un IoT dans chaque emballage et ils comparent cette position avec la position des usines. Le problème, c'est que cette information n'a aucune valeur légale. Et on ne peut toujours pas désigner quelle usine est responsable de la perte des emballages. En conséquence, l'utilisation des emballages réutilisables reste aujourd'hui plus chère, enfin, pour l'instant, plus chère que celle des emballages jetables. C'est pour cela que Goodflow... Si ça veut bien pas... Non, ça veut pas. Voilà. C'est pour cela que Goodflow ne géolocalise pas les emballages. Goodflow est la première solution de suivi et de gestion des emballages industriels qui apporte la preuve légale et irréfutable qui prouve quelle usine est responsable de quel emballage et de quand à quand. Elle est constituée d'un IoT à mettre dans chaque emballage et de deux applications, une application web et une application mobile. Et comme par hasard, la casse, la perte et le vol disparaissent. En conséquence, Goodflow rend l'utilisation des emballages réutilisables 3 fois moins chère que celle des emballages jetables, sur un marché mondial de l'emballage qui vaut plus de 100 milliards par année. C'est quand même intéressant. De plus, notre solution n'utilise pas d'infrastructure. Vous savez, ce sont ces antennes sur les murs. La conséquence, c'est que l'investissement initial est encore inférieur. Pour terminer, les industriels, malheureusement, ne remplacent pas les batteries des IoT, ils remplacent les IoT en entier. La conséquence, ce sont des tonnes de déchets électroniques. Et c'est considérable. Pour parer à ce problème, Goodflow a un IoT dont la durée de vie est supérieure à 10 ans, alors que la moyenne du marché est aux alentours de 4 ans. L'ADEME suit notre engagement d'éco-conception, qui est contractuel avec eux. Pour cela, nous travaillons avec les laboratoires de l'IMT Atlantique, de l'IMT Nord-Europe, de l'INRIA Nord-Europe et de l'Université de Rennes. Un premier brevet a déjà été déposé. Nous travaillons déjà avec la direction logistique mondiale du groupe Renault. Tous les constructeurs et les équipementiers seront au CES de Las Vegas. Le CES, c'est la mecque de l'IoT. On serait ravis d'y aller. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Blacher, je suis le CEO et cofondateur de Job Republic. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de personnes qui jusqu'à peu étaient invisibles dans notre société. Je parle de 130 millions de travailleurs de terrain en Europe, ceux qui travaillent debout et pas derrière un ordinateur. Avec mes deux associés, on s'est demandé pourquoi, pour les métiers col blanc, il existait tant de manières de se mettre en avant, de se faire chasser, de négocier ses conditions salariales,
Alors que quand on est en recherche d'un emploi en tant que préparateur de commandes, par exemple, il faut soit passer des heures à postuler à des offres peu pertinentes, avec très peu de chances de réussite, soit accepter que des intermédiaires comme des agences d'intérim se rémunèrent grassement sur son dos, alors que lui, de toute façon, doit se contenter du SMIC. C'est injuste et illogique. Quand on sait que plusieurs centaines de milliers de postes sont à pourvoir aujourd'hui en France, que d'après le baromètre BPI France de la semaine dernière, 79% des patrons de TPE-PME expriment des difficultés de recrutement, et qu'il s'agit majoritairement de postes peu qualifiés, on peut s'interroger. Donc, c'est là qu'on intervient. On a développé la première plateforme dédiée au succès des travailleurs de terrain. L'élément central en étant leur profil public, qui est indexable sur Google, qui inclut leurs expériences, leurs compétences, leurs souhaits de travail et de salaire, ainsi que leurs notations. Notre intention est de promouvoir une plus grande transparence pour faire émerger les gens méritants. D'un côté, les travailleurs fiables et performants. De l'autre côté, les employeurs sérieux et respectueux, sachant que les employeurs sont également notés sur la plateforme. Les travailleurs inscrits reçoivent des offres en CDI, en CDD ou en tant que travailleurs indépendants, adaptés à leurs besoins grâce à notre algorithme de matching. Le premier de ce besoin est bien sûr une meilleure rémunération, comme d'ailleurs l'a souligné la ministre déléguée à l'Industrie la semaine dernière. Dans cette optique, on impose un salaire minimum supérieur d'au moins 10% au SMIC. Et chose unique sur le marché, sur ces métiers de terrain, on leur permet et on leur propose de proposer leurs tarifs aux entreprises, à l'image de ce que font les consultants freelance dans le monde du digital. Donc, en plus des emplois, nous mettons à leur disposition tout un écosystème d'outils et de services, des outils pour leur simplifier la vie, des services préférentiels à tarif réduit, des formations, avec Hobbies, entre autres, et également du contenu spécifique à leur métier et l'accès à des conseillers dédiés disponibles par téléphone. Après 8 mois, on a aujourd'hui 1000 travailleurs, focalisés sur l'Île-de-France, je précise, on a 1000 travailleurs validés avec un profil en ligne, on a 250 entreprises inscrites, on a matché 800 missions ou emplois. Et aujourd'hui, notre modèle, c'est qu'on facture des frais de service à la mise en relation. Et demain, on va déployer un abonnement à destination des entreprises qui souhaiteront recruter par notre intermédiaire. On cherche à décupler le nombre de travailleurs inscrits et nous souhaitons développer des partenariats avec les missions locales, avec Pôle emploi, pourquoi pas avoir une discussion avec le ministère du Travail. Donc on serait très très preneur de toute mise en relation que vous pourriez nous accorder. Et voilà, je vous remercie. Bonjour. Avant de démarrer, je vais vous demander de vous imaginer un matin ordinaire chez vous. Après avoir fait votre routine du quotidien, vous sortez de chez vous et vous décidez de démarrer votre journée par une balade en vélo, mécanique ou électrique en fonction des capacités et des choix de chacun. Et vous êtes sur ce vélo et vous avez ce sentiment que votre journée va démarrer du bon pied. Je m'appelle Nawen Lesri, je suis cofondatrice de Search Mobility et j'ai à cœur de réenchanter les trajets domicile-travail pour que chaque salarié démarre sa journée du bon pied. Search Mobility, en plus d'améliorer la qualité de vie au travail, a pour ambition d'engager véritablement le salarié vers une transition écologique de ses déplacements pour enfin décarboner les trajets domicile-travail qui représentent à peu près 30% du bilan carbone d'une entreprise. Comment on fait ? Du coup, on a développé une solution bicéphale qui est à la fois une application pour le salarié et un dashboard pour l'employeur qui, côté salarié, va lui permettre de retrouver tous les modes de transport éco-responsables autour de lui. C'est à peu près 90 partenaires mobilité dans toute la France. Ça va du covoiturage à tout ce qui est vélo, trottinette, tout ce qui est véhicule électrique. L'idée, c'est de lui montrer une alternative green à ses transports habituels, trajet domicile-travail. Comme ça, il peut aller tout seul, mais aussi avec ses collègues, vers des déplacements plus vertueux, puisqu'on a développé une fonctionnalité de co-trajet. Avec ses collègues, il peut faire des trajets en trottinette, à pied, à vélo, ensemble, pour être vraiment une communauté de salariés qui s'engagent vers des déplacements plus vertueux.
On a aussi simplifié toute la partie remboursement des frais de transport, puisque tous les trajets qu'il va effectuer dans l'application mobile va être reporté dans le dashboard de l'employeur pour lui permettre à l'employeur de rembourser tous les frais de transport grâce à un nouveau dispositif légal qui est le forfait mobilité durable. Enfin, l'employeur va récupérer plein de données mobilité, mais aussi RSE, qui vont lui permettre d'animer toute une communauté de sensibilisation à des déplacements plus vertueux, de créer des challenges de mobilité, mais aussi et surtout pouvoir enfin communiquer de manière inédite et concrète sur des actions sur la réduction du bilan carbone, sur ce scope 3 des accords de Paris qui sont les émissions indirectes. Aujourd'hui, Search Mobility, après 4 mois de commercialisation, c'est 15 000 salariés actifs sur l'application. C'est à peu près 300 000 trajets effectués par mois. Et c'est 230 000 € de frais remboursés au titre du forfait mobilité durable. Sur l'application, on a comptabilisé depuis le début de l'aventure à peu près 62% de trajets à zéro émission. Et on est fiers de vous présenter aujourd'hui que l'application a permis d'économiser à la planète 2 allers-retours Paris-New York. Search Mobility est déployé sur 13 villes françaises. On a déjà convaincu une dizaine d'entreprises à décarboner ces trajets domicile-travail. On a hâte d'aller au CES de Las Vegas pour convaincre le monde de cette problématique car elle est universelle. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Constance donc mon associé Marion et moi-même sommes architectes diplômés d'État et nous avons cofondé la start-up Scoper. C'est une solution à destination du marché de l'ameublement français en offrant des services de showroom virtuel. Donc le marché de l'ameublement français, c'est quoi? Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci de retard. Voilà. Le marché de l'ameublement français, en tout cas, c'est tendance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un renforcement du click and collect où les consommateurs ont vu leurs usages bouleversés par la crise sanitaire du Covid-19. Et donc, ces usages se sont pérennisés par la suite. C'est aussi l'émergence de réunions en visioconférence entre le conseiller vendeur et le consommateur qui cherche en fait à construire son projet avant l'achat. C'est aussi la naissance de nouveaux outils digitaux qui offrent une expérience nouvelle aux consommateurs et qui leur permet de réaliser cette expérience en ligne. C'est aussi l'utilisation multiple de nouveaux canaux de vente en ligne, avec par exemple l'utilisation massive des réseaux sociaux et l'adaptation des formats marketing. Donc en résumé, le marché de l'ameublement en France, en tout cas ses tendances, c'est l'accompagnement accélère son accompagnement digital. Et on parle d'ailleurs de phygital et de marché omnicanal, où le consommateur va souhaiter vivre une expérience physique, mais aussi en ligne, à travers un parcours fluide et immersif. Donc, Scoper propose une solution qui va enrichir l'univers digital des marques, en les accompagnant également à travers leur transformation déjà en marche. Donc, nous réalisons des showrooms virtuels où le consommateur va pouvoir découvrir de manière immersive et interactive les produits des marques, tout en interagissant, en obtenant par exemple des informations sur les produits, en pouvant découvrir les différentes alternatives, comme par exemple les matériaux, les dimensions ou les couleurs, et en l'utilisant pour acheter le produit directement. C'est donc une solution qui va augmenter les marketplaces des marques, puisqu'elles possèdent pour la plupart déjà les produits en 3D donc de leur marque, et donc qui va leur permettre de les réinvestir à travers une boutique en ligne engageante. Donc aujourd'hui, nous mobilisons
des briques existantes articulées dans un process que nous avons conçu. Et actuellement, nous travaillons à la semi-automatisation de ce concept pour lui permettre de l'enrichir en ajoutant par exemple des chats en direct, des visioconférences, un panier d'achat et surtout en permettant à notre client, donc à la marque, de modifier son showroom virtuel directement lui-même après la livraison de la boutique. Donc c'est une solution qui a une potentialité de développement assez exponentielle, puisque les tendances du marché de l'ameublement français sont presque identiques à celles du marché de l'ameublement à l'international. Et donc, le fait de pouvoir partir au CIS de Las Vegas, ça nous permettrait de créer un réseau à l'international et d'arriver par la suite à nous déployer. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis le cofondateur de la société Welco et je voudrais commencer ce pitch en vous posant une question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu une mauvaise expérience de livraison? Personne dans la salle a vécu une mauvaise expérience de livraison? On est d'accord? Et en effet, il faut savoir qu'en fait, on est un consommateur sur 2 en France à indiquer avoir rencontré un problème de livraison au cours des 12 derniers mois, avec pour conséquence des détours en point relais. Je sais de quoi je parle, je suis ardéchois d'origine et j'ai été amené à faire des dizaines de kilomètres de détours en point relais pour récupérer mon colis. Et malheureusement, parfois ils sont fermés du fait de leurs horaires qui ne sont pas forcément adaptés avec la vie active que nous avons tous. Et en plus de ça, c'est aussi des conséquences sur l'environnement avec finalement des allers-retours pour les consommateurs, mais aussi pour les transporteurs des seconds passages, ce qui finalement génère des rejets en CO2 qui sont inutiles. Du coup, chez Welco, on a finalement la conviction qu'on peut revaloriser le marché de la logistique grâce à l'humain. Ainsi, nous avons créé la première plateforme de récupération de colis entre particuliers. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'on rassemble une communauté d'individus qui sont géolocalisés, qui sont qualifiés, qui sont notés et finalement qui sont rémunérés pour sauver nos colis. Donc, finalement, on est la solution du dernier mètre, parce qu'on parle souvent du marché du dernier kilomètre, mais Welco, c'est la solution du dernier mètre qui réinvente le point relais traditionnel en offrant une alternative innovante tout en recréant du lien social et de la proximité dans nos quartiers. Donc, finalement, chez Welco, on apporte cette solution sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que pour les consommateurs, c'est l'opportunité de profiter d'une solution qui est flexible afin d'arrêter de courir après ces colis. Pour les transporteurs, c'est finalement l'optimisation de leur tournée de livraison. Et pour les e-commerçants, c'est un moyen de fidéliser et d'apporter des solutions innovantes à leurs consommateurs, à leurs clients finalement. Pour revenir en quelques chiffres sur Welco, pour vous montrer notre croissance principalement en cette année 2021, c'est maintenant une communauté de plus de 30 000 Welkers, on les appelle les Welkers chez Welco, ou des relais particuliers. C'est plus de 150 000 colis sauvés à travers cette communauté. On est déployé maintenant dans 60 départements et dans plus de 200 villes en France. Et on travaille avec des clients tels que UPS, tels que Mondial Relais, tels que Relais Colis et même tels que Cdiscount. Donc finalement, alors s'il y a des professionnels dans la salle et qui cherchent et qui souhaiteraient rejoindre l'aventure et révolutionner le marché de la livraison et du e-commerce, faites comme nos clients et on peut discuter finalement à la fin de ce pitch. Et au-delà de ça, vous, à titre personnel, si vous souhaitez devenir le super-héros de votre quartier et sauver les colis pour vos voisins, venez vous inscrire sur Welco. Merci. Bien, remerciements à tous les orateurs pour avoir respecté les temps de parole. Nous sommes exactement on time. C'est rarissime, exceptionnel. Donc félicitations à tous. Merci
à tout le support technique, évidemment. Je vous propose, vous, les participants, de prendre une demi-heure de pause, de détente, bavarder, profitez-en pour faire du networking, autrement dit un peu de réseautage. Et puis j'invite les membres du jury à travailler. Ils ne font que cela depuis tout à l'heure, mais je les vois enchantés, mais extrêmement concentrés. Donc voilà, pause et nous reviendrons pour vous annoncer ce qui vous tient en haleine, à savoir les résultats. À tout à l'heure. Merci, merci pour votre patience. Merci aussi pour vos projets et vos pitchs. On va maintenant remettre donc le premier prix avec Odile Gauthier remettra le deuxième prix de l'IMT, puis les sponsors remettront le prix Good in Tech. Je voudrais d'abord vous féliciter à nouveau pour la qualité de vos projets, la qualité des pitchs et tout le jury a beaucoup apprécié l'ensemble de vos résultats, de tout ce que vous avez déjà accompli. Et donc c'est un choix évidemment très difficile. On vous donnera la dizaine d'entreprises qui vont être emmenées au CES dans 2 jours et on remet aujourd'hui les prix, les 3 prix que j'ai cités. Donc le premier prix est remis à 3D Aerospace. Bravo. Félicitations. Excusez-nous parce que tout ça est un peu rapide, alors on a du mal à se concentrer. Voilà, alors le deuxième prix est remis à la société Odaptos. Et nous avons attiré l'attention d'Odaptos sur la question des données personnelles issues des tests, mais peut-être parce qu'on avait mal compris. Alors, venez. Tu réponds d'abord à la question. Voilà. Félicitations. Le Sud. Ah oui, c'est le Sud qui gagne cette année. Oh là. On va faire encore quelques photos, si vous voulez bien rester les remettants sur scène, avec les 2 lauréats. Ah oui. Le premier lauréat veut bien revenir. Et ensuite, on demandera aux membres du jury de monter également sur scène pour une photo avec tous les lauréats. Si vous voulez bien tous les avancer de sorte qu'on puisse ensuite passer devant le... Ah, vous voulez que je pousse ça? Non, ça va, c'est juste mettez-vous pour pas être derrière, en fait. peut-être les 2 Oui, les 2 lauréats. lauréats. Voilà. Parfait, s'il vous plaît, tous ensemble, merci. Merci beaucoup. Et je vais inviter, ne bougez pas, les membres du jury à monter également sur scène pour une photo. Mais après, on a Good in Tech après, hein, aussi. Attention, hein. Ah bah oui, donc on fait d'abord on fait d'abord le prix Good in Tech. Voilà. D'accord. Vous voulez faire une photo là ou... Ah non, pardon, je vous laisse avancer, excusez-moi. Cette photo-là, elle est faite. Ah bah alors, tout va bien. Alors, vous restez pas loin parce qu'on va vous rappeler après avec tous les membres du jury. Et on va d'abord faire Good in Tech. Hein, voilà. Les 2 messages de Good in Tech, c'est bien passé. Voilà. C'est vous qui annoncez. Alors allez peut-être au micro pour qu'on puisse Représentez-vous peut-être comme ça, voilà, pour que les mécènes du prix Good in Tech soient en valeur. Présentez-vous. Caroline de Condé, je suis responsable du pôle numérique au sein d'AFNOR. Et Christophe Maillet, donc je suis en charge des offres ressources humaines pour CGI France. Et donc le gagnant du prix Good in Tech est Job République. Félicitations. Félicitations. Il y a un prix On va faire une photo. petite photo. Jusqu'à la ligne 100 aussi. Voilà.
Et les membres du jury, Je reste là. Et après, on vous donne. Voilà. Tout le monde s'avance de sorte que l'équipe passe devant le pupitre. Venez vous mettre devant. Ah oui. Voilà. Je peux avoir les lauréats au premier rang. Au centre et au fond. Attends, le premier. Le number one. Les membres du jury, je ne vous vois pas du tout derrière. Si vous voulez bien vous mettre sur la droite de la scène, devant le pupitre, ce serait parfait. Voilà, tous les visages en quinconce, s'il vous plaît. Disparaissez pas derrière la tête de quelqu'un. C'est bon. Peut-être vers le haut, il y a plus de place. Voilà, mettez-vous dans là. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Avec moi tout le monde. Merci. 1, 2, 3. Parfait. Merci beaucoup. Donc il nous reste à féliciter évidemment les lauréats, à remercier, et tout en les félicitant, les intervenants d'une façon générale pour leur très brillante prestation, en leur souhaitant plein de succès dans l'aventure qu'ils sont en train de porter. Je souhaiterais associer à tous ces remerciements, bien évidemment, les membres du jury qui ont travaillé très dur, mais aussi tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce prix, aussi bien ici même, pour nous accueillir, pour nous apporter tout le soutien technique nécessaire, que pour tous les aspects de communication, d'organisation. Et bien sûr, je me tourne tout particulièrement également vers la direction de la communication de l'Institut Mines Télécom. Et je salue Isabelle Lautrette et toute son équipe pour tout le travail réalisé, le soutien, l'efficacité remarquable apportée. Et je n'oublierai pas celui qui, modestement, a été toujours à l'arrière, et s'il voulait bien se montrer un peu plus, mais avec lequel vous avez dialogué depuis de nombreuses semaines. C'est Nathan Magatsu, qui a été une cheville ouvrière pour vous relancer les uns et les autres, obtenir les PPT, les documents, valider, bref, et pour finir par ce vote en ligne. Merci Nathan, merci à vous tous, on vous souhaite la meilleure des continuations, et bien sûr, Monsieur le Président, merci à vous de nous honorer et de faire que ce prix soit placé sous votre haut patronage. Bien sûr, Madame la Directrice Générale, nous vous remercions pour tout ce que vous apportez en termes de soutien à notre réseau d'incubateurs et à toutes les écoles. Merci beaucoup. Bon après-midi.